Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti, voilà, pour la présentation de mes 10 courses de la saison, il y aura quelques petits bonus. C'est une vidéo que vous aimez beaucoup, tous les ans, donc voilà, et au lieu de faire un gros résumé, je préfère faire moi mes top 10 perso, comme ça il y a de l'interaction aussi, vous me donnez vos 10 courses préférées de la saison, vous allez voir que j'ai mis quand même quelques petits, entre guillemets, bonus, il y aura quelques petites mentions spéciales à la fin, mais on va voir tout ça. Je vais essayer de mettre des images pour illustrer tout ça au maximum, en espérant que YouTube soit assez sympathique avec moi. La vidéo, je pense, ne sera pas monétisée, mais voilà, si je peux vous mettre des images pour illustrer, c'est plus sympa que juste avoir la photo à chaque fois. Donc vous aussi, n'hésitez pas à donner votre top 10. Moi, je ne l'ai pas fait par ordre de préférence, je l'ai fait tout simplement par ordre chronologique, donc du début de saison jusqu'à la fin de saison. Voilà, voilà. On va donc partir avec toutes les petites présentations de courses. Et la première, j'ai choisi l'Estrade Bianche. Cette saison, encore une fois, une de très très belle course avec la victoire en patron de Tadej Pogacar. Je trouve vraiment que l'Estrade Bianche, ça a vraiment passé un cap en termes de prestige, on va dire. C'est, je pense, depuis la victoire de Tiesj Benoot, où on avait eu ces conditions dantesques avec Van Aert et Bardet juste derrière. Je pense que c'est là que ça a commencé à changer un petit peu d'aspect et où on a eu notamment après la victoire d'Alaphilippe, celle de Van Aert, de Van Der Poel et cette année celle de Pogacar, mais ça a vraiment bien changé la donne et on a des choses beaucoup plus intéressantes en tout cas. Donc voilà, la victoire de Pogacar elle est vraiment nette et sans bavure. Ce Estrade Bianche, il vient mettre 37 secondes à Valverde, 46 à Asgreen, mais il est sorti très très loin de l'arrivée. Une course encore une fois maîtrisée. Quand Pogacar il sort comme ça, hein, si on lui laisse 10 secondes, en fait c'est quasiment mort. Et il nous l'a montré, il a quand même creusé des petits écarts parce que derrière ça arrive quasiment au compte-goutte. Hein. Vous voyez Valverde tout seul, Asgreen, Walter, Bilbao. Ensuite on retrouve Bilbao et Narvaez ensemble. Ensuite Simons derrière, Wellens, Petilli, Higuita. Il y a des petits écarts à chaque fois, mais il n'y a aucun coureur on n'a pas eu de gros groupe en fait derrière Pogacar. Donc ça a prouvé que c'était quand même une course d'usure. Et Pogacar est vraiment le spécialiste. En tout cas, moi j'adore l'Estrade Bianche, c'est une de mes courses préférées du calendrier. En début de saison, moi c'est un régal pour moi cette course. C'est pour moi la course qui lance vraiment la hype de la saison. Avant on a le Tour UAE, mais qui est sympathique, hein, mais qui donne moins la hype que ces Strade Bianche. Cette ambiance Strade Bianche, elle est vraiment incroyable. Et moi j'adore cette course en tout cas. Donc voilà, Pogacar qui accroche une nouvelle course de grande ampleur, même si c'est pas un monument, l'Estrade Bianche, c'est une course monumentale en tout cas. Et voilà, Pogacar qui la remporte avec l'attaque qu'il a mis, c'était incroyable. On retiendra aussi la chute de Julien Alaphilippe. Mais voilà, du grand Pogacar en tout cas. Et j'ai une fois de plus kiffé cette course. On passe ensuite quelques jours plus tard, fin mars, avec le Grand Prix E3. Alors, je sais pas si beaucoup d'entre vous vont mettre cette course dans vos préférés, mais moi vraiment je l'ai trouvée très intéressante, à défaut d'être grandiose, mais vraiment très intéressante, et je trouve qu'elle a vraiment sa place pour moi dans mon top 10. Ça montre tout simplement la domination des Jumbo et le fait que ce soit dommage que Van Aert ait été malade en fait pour le Ronde et pour Paris-Roubaix qui n'ait pas pu la remporter, parce que c'est quand on voit en fait les travaux sur ce mois de mars de la Jumbo et notamment sur le Paris-Nice où on voit un énorme Van Aert pour aider Roglic, le triplé sur la première étape que Laporte remporte, ce Grand Prix E3, on se dit vraiment mais comment ils ont fait pour pas réussir à remporter un monument cette saison, et c'est vraiment très dommage parce que c'était mérité, et je pense que Van Aert sur le Ronde, hein, avec la forme qu'il tenait, il aurait vraiment pu faire quelque chose. Donc voilà, la victoire de Wout van Aert à main dans la main avec Christophe Laporte, qui lui rend tout simplement la victoire qu'il lui avait offerte sur le Paris-Nice. Et derrière, il y a quand même un groupe assez conséquent. On voit des Kung, des Mohoric, des Girmay, Narvaez, Madouas, Van Barle, Benoot, Asgreen, des spécialistes des classiques qui justement, voilà, derrière ont été impuissants face à la double attaque des Jumbo. Il y avait eu encore un énorme Tiesj Benoot. Tiesj Benoot, c'est un des hommes de l'ombre, hein, chez Jumbo, mais c'est vraiment quasiment l'homme de l'année. Hein. C'est l'homme qui est partout, tout le temps, en train de rouler, surtout que ce soit de la montagne, de la descente, du plat, des pavés, des petites bosses. Il a été monstrueux, c'est vraiment la recrue parfaite, hein, des Jumbo. Et vraiment une très très belle saison de Benoot. Dans quasiment toutes les courses, on le voit dans le top 10. Donc ça prouve aussi le niveau du coureur belge, qui malheureusement manque d'une vraie pointe de vitesse en fait pour pouvoir remporter une grande course, parce que voilà, comme quand il avait remporté l'Estrade Bianche, eh ben, il fallait arriver tout seul. S'il arrive en petit groupe, Benoot, c'est très très compliqué, et c'est ça qui est dommage.
En tout cas, voilà, le doublé des Jumbo, énormissime, qui aurait pu mener à cette course-là. Le Tour des Flandres, la victoire de Mathieu Van Der Poel, une course, encore une fois, que j'ai trouvé exceptionnelle. On regrette l'absence de Van Aert, on aurait bien aimé voir un remake peut-être de 2020, l'arrivée Van Der Poel-Van Aert, mais là on a eu autre chose, et un gars qu'on n'attendait pas spécialement, même si bon, on sait qu'il est capable de tout, Pogacar, pour son premier Tour des Flandres qui a été incroyable. Mais justement, ça montre aussi que, pas le manque de maturité, mais le manque d'expérience sur cette course de Pogacar, qui passe à un Van Der Poel, qui justement, c'était la 3e année d'affilée qu'il arrivait pour la gagne, battu par Asgreen l'année dernière, mais il avait battu Van Aert il y a 2 ans. On a vu que Van Der Poel avait un peu plus l'expérience, et qu'il n'a pas roulé comme un fou dans le final, là où Pogacar s'est un peu plus énervé, était un peu plus tendu, et Van Der Poel a vraiment assuré pour venir la chercher. Mais quand on voit le niveau de Pogacar, on se dit... il avait vraiment la victoire dans les jambes, hein, quand on le voit dans les différents monts pavés placer ses accélérations et être à 2 doigts de décramponner Mathieu Van Der Poel. Il a quand même décramponné les meilleurs coureurs de pavés de ces dernières années, mais il a distancé des gros spécialistes dans les monts, et c'était quand même exceptionnel. Énorme course de Pogacar qui, je pense, s'il revient, il aura appris ses erreurs, il pourrait la remporter. Mais en tout cas, Van Der Poel qui remporte un 2e round devant Dylan Van Baarle et devant Valentin Madouas. Valentin Madouas qui a été exemplaire lui aussi cette année. C'est un des meilleurs coureurs de l'équipe FDJ cette saison, tellement il a été capable de tout faire. Lui aussi, on l'a vu briller partout, sur des courses vallonnées, on l'a vu rouler sur du plat, on l'a vu voilà, sur des étapes de montagne, sur un classement général du Tour de France, venir faire top 10. Donc c'est assez incroyable. Très grosse course de Madouas, et derrière on retrouve des spécialistes et Pogacar au pied du podium. C'était un petit peu la surprise. En tout cas, énorme course de sa part à Mathieu Van Der Poel, qui vient donc remporter un 2e Tour des Flandres après celui de 2020. On enchaîne une semaine plus tard avec l'Amstel Gold Race, une course qui est assez intéressante. Et c'est vrai que depuis le changement de parcours il y a quelques années, c'était Philippe Gilbert qui avait inauguré ça en 2017, devant d'ailleurs le vainqueur Michel Kwiatkowski. On a, je trouve, une course beaucoup plus de mouvement et beaucoup plus indécise. On reprochera peut-être juste aux organisateurs le coup de la photo finish, parce que l'année dernière, on avait déjà eu le coup entre Pidcock et Van Aert d'attendre la photo finish. On avait vu finalement sur un téléphone le vainqueur. Cette année, c'était un petit peu pareil entre Cosnefroy et Kwiatkowski. On avait d'abord annoncé la victoire à Cosnefroy pour ensuite le dire à Kwiatkowski. Donc voilà, c'est ça. Mais après une course encore une fois magnifique. Benoît Cosnefroy qui était en feu ce jour-là, mais du grand Kwiatkowski aussi. Les 2 hommes qui se sont joués la victoire donc dans un final épique. Et Tish Benoît qui vient compléter le podium. Énorme Tish Benoît quand même. Énorme. La performance, lui qui a fait une saison stratosphérique comme on le disait juste avant. Et on voit derrière les coureurs, on a quand même des spécialistes des pavés, en tout cas des classiques de ce style. Et je trouve que le placer cette année, même si c'était pas volontaire, hein, c'était pour les élections présidentielles en France, premier tour, il avait été choisi d'inverser en fait au calendrier Roubaix et l'Amstel. Du coup, on avait l'Amstel qui était placé entre le Ronde et Roubaix, alors que normalement c'est une semaine après Roubaix. J'ai trouvé que justement les spécialistes des grosses classiques pavés, c'est-à-dire les Kung, les Asgreen, les Benoît, les Van Der Poel, ils étaient encore bien là, et ça a fait vraiment un scénario assez différent. Une course que j'ai adorée, j'aime beaucoup l'Amstel Gold Race. Mais c'est vrai que cette année, je l'ai trouvée très intéressante, et je me suis régalé avec cette grosse victoire, en tout cas, de Michel Kwiatkowski. Le Paris-Roubaix, une semaine après, là, c'était on fire hein, pour les Ineos, qui avaient déjà fait, du coup, victoire également sur la Brabançonne avec Sheffield. La victoire de Kwiato sur l'Amstel, la 2e place de Van Baarle sur le Ronde, et Van Baarle qui concrétise avec Paris-Roubaix. Il nous a fait une course de folie. On voit les écarts, il met 2 minutes au 2e bout de Van Aert. Il est sorti comme un patron, Dylan Van Baarle, et il vient remporter ce monument. C'est mérité parce que c'est un homme qu'on a souvent vu très bien sur ce genre de course. Et voilà, le voir remporter cette course, c'est assez kiffant. J'ai beaucoup aimé le Paris-Roubaix. De toute façon, c'est vrai que Paris-Roubaix, c'est une course quand même hyper cool. Et de le retrouver cette année au printemps, puisque l'année dernière, c'était en fin de saison, avec des conditions qui étaient particulières. Mais là, voilà. Un Paris-Roubaix au printemps, c'est toujours un kiff. Et on a eu encore une fois une très belle course. Et comme d'habitude, un petit peu son lot de surprise avec Tom De Bruyne pour l'Intermarché 4e qui arrive dans le groupe, qui se joue le podium. Un Laurent Pichon, un Adrien Petit.
vraiment des coureurs qu'on n'attendait pas spécialement à cette place. Donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, on voit quand même les écarts. Le 10e l'emporte à plus de 2,59. On se rappelle quand même de sa chute alors qu'il était presque là pour un podium. Donc ça, c'est quand même dommage. Mais voilà, un super Paris-Roubaix. Moi, je me suis régalé. Et on verra ce que fera Dylan Van Baarle la saison prochaine. Je pense que ça va être compliqué d'aller en chercher un autre. Mais là, il était vraiment sur une très très grosse période de classique. On l'a vu à chaque fois dans le top 10. Donc c'était vraiment mérité. Et quand on voit les écarts qui creusent et la manière dont il est sorti, on va dire on ne peut pas lui retirer ce succès. Et ce Paris-Roubaix très très qualitatif en tout cas. Puisqu'on avait eu dès le départ de la course, si vous vous en rappelez, les Ineos qui avaient tenté un énorme coup de bordure. Et ça avait mis un petit peu le peloton de partout. Donc ça c'était aussi bien joué de la part de son équipe qui avait déjà réfléchi. Donc voilà, une masterclass en tout cas des Ineos. On passe ensuite un petit peu à plus tard avec le Liège-Bastogne-Liège. Et là aussi, un boss, un seigneur qui pour moi, et avec Pogacar, l'homme de l'année, c'est Remco Evenepoel qui a remporté que des classiques et que des courses de fou cette année. Vainqueur donc 48 secondes devant Hermans, Van Aert, le gros peloton, c'est un gros groupe qui arrive derrière, réglé par les hommes rapides. Encore une masterclass de la Intermarché. Et pour le monument à domicile, un triplé, un podium 100% belge. Evenepoel pardon, qui sort très très loin dans la côte de la Redoute. On se dit, bon, il sort, est-ce qu'il va résister? Eh bien, il a résisté tout seul comme un patron. C'est vrai que lui, comme Pogacar, quand il sort de très très loin sur une classique, ils nous font le spectacle à chaque fois et ils sont quasiment irrattrapables. Et bien, comme il avait fait sur la Saint-Sébastien en 2019, eh bien, il nous a refait exactement le même coup. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est un coureur que je trouve vraiment très très intéressant. J'adore Remco Evenepoel, sa façon de courir. Comme Pogacar, c'est vraiment deux coureurs que j'affectionne parce qu'ils ont vraiment une manière de courir qui est incroyable. Et ce magnifique succès mérité. En plus, ça faisait plaisir pour la Quick-Step parce qu'ils n'étaient pas dans la meilleure des périodes. C'était ça qui les avait bien sortis du jus, on va dire. Et aussi pour la chute de Julien Alaphilippe qui malheureusement était tombé. Et ça avait... C'était quand même une chute avec une certaine ampleur. On s'en rappelle, la chute de Julien. Très très loin de l'arrivée. En tout cas, Evenepoel, incroyable. Et c'est peut-être une de mes courses préférées de cette saison. On passe ensuite un peu plus tard. J'ai pas mis le Dauphiné, tout ça, mais le Tour de France cette année, mais c'était une masterclass ce Tour de France. Un Tour de France de pure folie avec la victoire de Jonas Vingegaard. Je sais même pas ce qu'il y a à retenir sur ce Tour de France, tellement il y a de choses énormes. Que ce soit le premier chrono à Copenhague avec la pluie, toutes ces chutes, etc. La première semaine était, même pas tout le tour était totalement fou. Il se passait des choses de fou quand on voit des Pogacar tenter d'attaquer en début d'étape, des Jumbo qui prennent le jus sur les pavés mais qui ramènent Vingegaard. On a eu cette étape des pavés qui était incroyable. On se dit au sommet de la planche des belles filles, mais c'est fini. Pogacar, il a remporté le Tour de France quand il bat Vingegaard d'une courte tête sur une planche des belles filles. Super planche des belles filles, stratosphérique des deux hommes. On se dit c'est bon, c'est plié. Pogacar, il a gagné. Alors que pas du tout. On a cette étape du Granon qui est tout simplement une masterclass avec les attaques dès le télégraphe de tous les Jumbo 1 à 1 avec un Roglic qu'on savait fini après ces différentes chutes. Mais voilà, on a eu un truc de fou. Et quand on voit les écarts, là on a le top 10 officiel après le déclassement de Quintana. Donc Madouas 10e, le 10e est à 36 minutes. Le 10e est à 36 minutes. Avant le déclassement de Quintana, il était quand même à 25 minutes. Et des écarts monstrueux. On a eu deux seniors devant, Pogacar et Vingegaard, qui sur toutes les étapes nous ont fait des folies. On mettra Kem Van Aert, qui a fait un Tour de France là aussi de fou. L'étape qu'il remporte à Calais, elle est incroyable. Et tout ce qu'il fait pour aider Vingegaard, c'est aussi exceptionnel. Donc vraiment un Tour de France que j'ai adoré. J'ai kiffé le Tour de France. J'étais pas convaincu du parcours quand je l'avais vu, mais encore une fois, moi quand le parcours sort, dans tous les cas, vous allez le voir, hein, le parcours au début, on se dit bon allez c'est pas top et tout, mais à chaque fois, c'est les coureurs qui font le parcours de toute façon. Après le parcours, c'est vrai qu'il était propice à une course de folie comme ça. Et on a eu vraiment un Tour de France exceptionnel. Moi je me suis vraiment régalé. Tous les jours il y avait du spectacle. Sur toutes les étapes on avait du spectacle. On a eu pas mal d'échappés qui sont allés au bout. Mais du coup derrière on avait un spectacle entre Pogacar, entre Vingegaard. Après on avait la bataille quand même derrière pour le podium avec Gaudu qui termine 4ème. De tous les côtés il y avait du chamboulement. Et ça
Ça, j'ai kiffé et j'ai adoré ce Tour de France. On passe sur un autre grand tour. J'ai pas mis le Giro, alors que d'habitude, le Giro, c'est un de mes grands tours préférés. J'ai pas aimé du tout le Giro cette année. Mais la Vuelta, je l'ai adoré malgré ces petits, pas faits de course, mais le fait voilà, qu'il y ait pas mal de favoris qui ont été mis hors course avec le Covid. On pense à des Yates, à notamment un coureur comme Sivakov qui était vraiment très très bien. Mais on a quand même un top 10 assez incroyable. Et encore une fois, un Remco Evenepoel qui a été monstrueux. J'aurais bien aimé avoir Roglic quand même dans ce top 10 parce que c'est vrai que Roglic était incroyable. Et il avait tenté beaucoup de choses parce que quand on le voit sur dans la dernière semaine, l'étape, on se dit bon allez, c'est pour un sprinter, il va rien se passer, ça va rester au chaud. Qu'on voit Roglic sortir et qui reprend en plus quelques secondes mais qui tombe dans le final, ça c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il avait le podium. On a eu par exemple un mec comme Carapaz qui nous a fait des étapes de fou. On a eu des révélations comme on a souvent sur la Vuelta avec Rodriguez, avec Arensman, Ayuso. Voilà, des coureurs de ce niveau. On a eu également le très très gros niveau de Jevine. Donc voilà, on a eu une énorme Vuelta. Moi j'ai kiffé. Et le premier grand tour en plus de Remco Evenepoel, il devait être là dans ce top 10. La victoire de Remco Evenepoel qui, malgré son jeune âge, malgré son peu d'expérience en grand tour, a couru quand même comme un patron avec une équipe Quick-Step qui l'a bien aidé. Julien Alaphilippe avant son abandon était quand même bien là à ses côtés et c'était assez fou. Mais en tout cas voilà, moi j'ai kiffé cette Vuelta. J'espère que vous aussi. Il y en a pas mal qui disent qu'elle était peut-être un peu surcotée, que ça manquait de favoris, que le parcours était pas top. C'est vrai que le parcours en troisième semaine il était pas exceptionnel. On a quand même eu un Remco Evenepoel qui était taille patron et qui a creusé des écarts de façon impressionnante. Et qu'un coureur domine comme ça un classement général, on peut qu'applaudir. On peut qu'applaudir et se régaler du résultat avec un style vraiment enfin moi j'adore le style de Remco. Encore lui, il est encore là, c'est l'homme le plus présent de ce top 10, j'ai envie de vous dire. C'est ce championnat du monde. Parce que, encore une fois, c'est du Remco Evenepoel, tout simplement tout craché. Une masterclass de A à Z avec une disaster class peut-être côté français, mais il y en a qui disent disaster class. Moi je dis pas disaster class côté français parce que les Français c'est une des seules équipes qui a assumé la course en fait, qui a voulu tenter des choses. Donc on peut critiquer les Français, dire ouais c'est n'importe quoi. Au final on fait quand même deuxième avec Christophe Laporte, même si c'est inespéré. Je vais pas me le cacher, mais il y a aucune équipe qui a voulu tenter des choses. Les Français ont voulu tenter. Je trouvais que c'était intéressant. Mais voilà, il y avait ce problème Evenepoel. On a voulu éliminer Van Aert, mais on se retrouve avec Evenepoel. Il y avait quand même deux monstres côté belge. Et Evenepoel, encore une fois, qui nous a fait du Evenepoel. Il sort très loin de l'arrivée. Il décroche coureur après coureur. Et il met quand même 2 minutes 21 au deuxième sur un championnat du monde en solitaire. C'est assez incroyable. Après, la disaster class, elle est quand même derrière avec tous les poursuivants qui se sont regardés, ils étaient à l'arrêt, hein, ils étaient sur les freins alors qu'on se dit bon c'est bon ça reviendra pas. Et ben si, ils ont fait totalement n'importe quoi. Et donc c'est Christophe Laporte qui vient chercher la deuxième place et la troisième place encore une fois sur un podium pour Michael Matthews sur un championnat du monde. Mais quelle course de Remco Evenepoel, hâte vraiment de le voir avec ce maillot de champion du monde. Je pense qu'il peut nous faire vraiment des folies encore une fois l'année prochaine parce que comme Pogacar c'est un coureur qui peut tout faire, un coureur qui a vraiment une énorme paire pour les poser à n'importe quel moment, quitte à tout perdre peut-être, mais voilà, quitte à tenter des folies, il est là et ça c'est vraiment le style que j'aime beaucoup chez ce genre de coureur. Donc voilà, magnifique succès de Remco Evenepoel. Et on passe à la dernière course de la saison que j'ai noté, c'est le Lombardia. Alors, le parcours cette année était un petit peu modifié, j'aurais beaucoup aimé le mur de Sormano, malheureusement on l'a pas eu. Alors que, bon voilà, ça fait quand même le spectacle, on le sait, il se passe quand même des folies souvent dans le Sormano. Mais là, on a eu un Pogacar, j'ai trouvé différent, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce que là, c'est un petit peu vraiment un Pogacar différent. On a le Pogacar d'habitude qui va nous faire un petit peu à la Remco Evenepoel, qui va tenter d'aller chercher tout seul, qui va tenter beaucoup de choses. Et bien là, je l'ai trouvé très très réfléchi, énorme tactiquement, où il a vraiment géré. Il a géré dans le final, il s'est dit... J'ai pas besoin d'aller m'imposer tout seul. Mas, je suis sûr de mes forces, je le règle au sprint. Landa, pareil. Donc, tranquille, je vais pas mettre trop de coups de pédale. Je vais pas tenter des attaques de folie pour le décramponner à tout prix. Donc voilà, c'était quand même très intéressant. Et j'ai trouvé qu'on a quand même eu une très très belle course sur ce Lombardien. Moi, c'est une course que j'adore aussi. J'ai vraiment un coup de cœur pour toutes les courses italiennes en fait.
Je suis pour ça que je suis déçu que le Giro n'ait pas fonctionné cette année, parce que on avait quand même un beau parcours. Malheureusement, avec un Romain Bardet, sans l'abandon de Bardet, on aurait peut-être été dans le top 10 cette course. Bon, on ne sait pas, mais voilà. Mais c'est vrai que les courses italiennes, j'adore. Et Pogacar, encore une fois, deuxième Lombardia consécutif. Déjà un troisième monument pour lui. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'ils peuvent aller battre des records. Et finalement, avec ce qu'on l'a vu faire sur les pavés autour de France, ce qu'on l'a vu faire sur le Ronde, ce qu'on l'a vu faire sur San Remo, c'est peut-être un des seuls qui peut aller chercher les 5, en fait. C'est un des seuls qui peut aller chercher les 5. Van Aert peut-être, mais s'il les joue un jour, le truc c'est que Pogacar, il en a plus que, on va dire que 3 à gagner, alors que Van Aert, il en a 4 à gagner. Il a gagné que San Remo, Van Aert. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, mais voilà. Ça serait énorme en tout cas de voir un des coureurs en activité aller remporter les 5 monuments. Ça serait beau. On retrouve encore 2 Français dans le top 10. Et les Espagnols qui nous font une fin de saison stratosphérique. C'était vraiment quasiment aucune perte des Espagnols cette saison. Mas qui fait une fin de saison en boulet de canon. Bon, Landa qui était quand même allé chercher un podium sur le Giro, mais qui vient faire 3ème ici. Rodriguez, énorme fin de saison. Lui, l'année prochaine, à mon avis, ça va être très intéressant de le surveiller. Et Papy Valverde pour sa dernière dans le top 10. Donc une énorme course sur ce Lombardien. On va passer aux mentions spéciales. Donc les courses qui auraient pu faire partie de ce top 10 mais que j'ai pas choisi de mettre. On commence avec Gand-Wevelgem et la victoire de Biniam Girmay qui règle le petit groupe au sprint avec Stuyven, Van Gestel, Laporte. C'est plus pour le symbole. Biniam Girmay, excellente révélation de cette saison, qui est allé aussi chercher une étape sur le Giro, qui a été très très solide d'ailleurs sur le Giro, qui est allé chercher vraiment plusieurs performances. Donc ça fait plaisir. Voilà pourquoi je l'ai mis. Dommage que Laporte n'ait pas pu aller la chercher, mais en tout cas, énorme perf de Biniam Girmay. La Flèche Wallonne avec un coureur un peu surprise, Dylan Teuns, mais qui lui aussi a fait quand même une belle saison de classique, parce que ce soit sur Roubaix, sur le Ronde, etc., il était quand même là aussi, et il remporte la Flèche Wallonne. Donc très très solide, devant Valverde et Vlasov. La Philippe ensuite 4ème. Voilà, on a eu quand même une très très belle perf de Teuns. Hâte de voir ce qu'il fera l'année prochaine pour remettre son titre en jeu. Le Tour des Alpes, alors là c'est vraiment le coup de cœur, j'ai envie de dire, avec la victoire de Romain Bardet sur cette course à étapes et le travail monstrueux de Tim Arensman dans la dernière journée. Mais bon, quand on voit ce qu'il a fait quand même, Bardet, il vient quand même retourner tout sur la dernière étape. Mais sur toutes les étapes, il était placé. Il a fait un énorme Tour des Alpes. Voilà pourquoi j'ai choisi de le mettre dans ce top. La Classica San Sebastian, alors j'aurais pu la mettre dans le top 10, mais ça faisait que du Remco Evenepoel. Mais regardez-moi ces écarts, il met 4 minutes au 7ème. On peut se dire, ouais, c'est un classement d'un grand tour, enfin d'un grand tour non, mais une course par étape d'une semaine. Non, non, c'est une classique et c'est Remco Evenepoel qui vient faire des écarts stratosphériques. Encore une fois, il sort très loin, personne ne le suit et il va jusqu'au bout. Un peu comme il avait fait en 2019, mais encore plus loin. Et j'aimerais bien avoir sur une Classica San Sebastian un duo Pogacar Evenepoel. Je pense que ça pourrait être une pure folie. Il vient battre Pavel Sivakov qui lui aussi a fait une belle saison. Honnêtement, c'est dommage qu'il n'ait pas pu continuer cette Vuelta parce qu'il paraissait vraiment très très bien, Pavel Sivakov. Ensuite, Tish Benoît, encore lui. Bauke Mollema, Carlos Rodriguez, Simon Yates, Tom Skujins, Mathias Kelmoj qui lui aussi est une des révélations de cette saison. Rigoberto Urán et Lorenzo Rota. Et la dernière mention spéciale, c'est le Grand Prix de Québec avec Benoît Cosnefroy devant Michael Matthews, Biniam Girmay. La sortie de Cosnefroy dans le tout dernier mètre là, de ce Grand Prix de Québec, elle est monstrueuse. Il sort en patron, il écœure tout le monde, alors qu'on se dit ça va arriver avec un petit groupe au sprint. Et avec Cosnefroy, un grand patron avec une attaque de folie, vient s'imposer. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce final du Grand Prix de Québec. Voilà donc pour le résumé, on va dire, de cette saison 2022, les grosses courses que j'ai notées. N'hésitez pas à dire ce que vous aurez pu mettre dans votre top 10, quelques mentions spéciales aussi si vous voulez. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi, c'est une saison que j'ai aimée. Après, là, depuis quelques années, on a vraiment, voilà, c'est l'émergence de ces coureurs, les Van Aert, les Evenepoel, les Pogacar, les Roglic, même les Vingegaard, du coup, qui tentent énormément de choses et on a des courses vraiment très très débridées. Et moi, c'est vrai que j'adore ce cyclisme, donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, vous, en tout cas, à dire, les gars, ce que vous en avez pensé de cette saison, de me faire ce petit résumé et dire ce que vous avez pensé de la vidéo.
On se dit rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous dis donc à la prochaine les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.